d'être avec nous ce midi. Voilà, l'enregistrement a démarré. Je me présente, je m'appelle Léa, je suis chargée de projet en mobilisation citoyenne à la Fondation de Suzuki et aujourd'hui on parle justement de mobilisation jeunesse. J'ai pu y prendre part aussi dans les 2 dernières années à travers le mouvement étudiant qui s'est mobilisé au Québec et partout dans le monde en fait. Donc je suis super contente d'animer ce panel-là ce midi. Puis on a avec nous 5 personnes qui sont elles aussi super mobilisées dans leur milieu. Avant de commencer ce panel, je prendrai le temps de reconnaître que même si cet événement est virtuel, peut-être que la plupart d'entre nous et vous, les personnes qui nous écoutez depuis chez vous, vous trouvez à Tiohtià:ke, aussi connu sous le nom de Montréal, qui est un territoire non cédé des nations Kanien'kehá:ka et Anishinaabe. Puis ce territoire-là, il a longtemps servi de lieu de rencontre entre différents premiers peuples. Et donc, à travers cette reconnaissance territoriale-là, on tient à honorer puis à reconnaître finalement que ces nations-là sont gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles on est rassemblés et aussi de les remercier finalement de nous permettre d'être là et pour leur hospitalité. Donc, je pense que dans le chat, on va vous mettre un petit lien qui vous permettra, en fonction c'est ça, d'où est-ce que vous êtes, savoir en fait sur quel territoire traditionnel vous vous trouvez. Et je vous encourage, c'est ça, d'en apprendre davantage sur les luttes des premiers peuples à travers le Québec et le Canada. Donc, merci beaucoup pour ça. Pour introduire un peu ce panel-là ce midi, on va parler, c'est ça, d'action de la jeunesse à la fois du local à l'international dans un contexte de lutte pour la justice climatique. Parce que quand on parle de justice climatique, il y a une partie de la population qui a particulièrement son mot à dire et c'est effectivement la jeunesse. On est aussi dans un contexte où en 2019, il y a justement une partie de la population qui n'était pas finalement connue pour des jeunes aussi jeunes finalement qui se sont mobilisés de manière en fait sans précédent et puis partout à travers la planète. Et donc en fait aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse un peu en parler autrement, démystifier les grands termes qu'on a sur justement l'action de la jeunesse, etc., mais un peu plus d'être dans l'analyse, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis ces 2 dernières années. On a une jeunesse qui a pris conscience qu'on se moquait un peu d'elle quand on parle d'ambition et d'action climatique, etc. Donc, et c'est super parce qu'on a des jeunes qui sont vraiment mobilisés dans des milieux différents, qui vont pouvoir avec qui on va discuter. Donc, c'est ça. Il y a des enjeux d'inégalité entre les générations, comme on le voit dans la lutte face à la justice climatique, mais aussi entre les jeunes des pays du Nord et des pays du Sud. Donc, il y a différents niveaux d'inégalité et on va pouvoir en aborder aussi pendant ce panel-là. Donc, c'est ça. Avant de commencer, on a une petite question qu'on voulait vous poser dans le sondage pour vous faire participer. On va vous mettre un énoncé. Je pense que c'est ça, Gaïa. Ouais, super, c'est ça. On est curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pour résoudre la crise climatique, les jeunes sont les leaders de demain. Donc, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Et on va pouvoir ensuite un peu, enfin, les panélistes avec nous aujourd'hui, au fur et à mesure du panel, pouvoir mobiliser vos réponses. Donc, n'hésitez pas. Pouvez-vous remettre la question? La fenêtre est partie trop vite. Moi, je la vois encore affichée. Oui. Ah oui, le sondage a pris fin. Je vais essayer de le relancer. C'est bon, il est relancé. Ah, ouais. Ah, là, on voit qu'il y a il y a plus de désaccords. Ok, je vois plus de votes qui est... Ah, ok, on a un qui s'ajoute. Ni d'accord. Bon, on a beaucoup de personnes qui ne seraient pas trop d'accord, ni pas d'accord. Mais on va quand même... Ok, c'est partagé. Donc, c'est ça. On va pouvoir en revenir à la fin sur cet énoncé de leader de demain, justement. Donc, super, on va pouvoir avancer. Je pense qu'on peut arrêter le partage. Hop, super. Donc, c'est intéressant parce que justement, l'objectif de ce panel-là aussi, c'est d'aborder l'influence de mobilisation jeunesse comme un catalyseur de l'action climatique à l'échelle nationale, puis de un peu questionner
cet énoncé de leader de demain, alors que justement, la jeunesse joue un rôle de leadership aujourd'hui. Mais ça va être intéressant de pouvoir en discuter à travers le panel. Pour en discuter avec nous, justement, je vais vous présenter nos panélistes. On a donc Florence Lachapelle, qui est militante pour la SEV, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, un mouvement étudiant qui se mobilise depuis 2-3 ans à travers le Québec. Donc, bonjour Florence. On a Simon Télès, qui est président de Force Jeunesse. Force Jeunesse est un organisme qui œuvre dans la défense des droits de la jeunesse et aussi l'équité intergénérationnelle. On a avec nous Katia Narcisse, qui est coprésidente du comité jeunes de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Katia a participé au groupe de travail jeunesse qui a présenté un rapport en novembre 2019 dans le cadre des travaux d'élaboration à l'époque, c'était le plan d'électrification et de lutte au changement climatique, le PEC, qui est devenu le PEV, au gouvernement du Québec. On a aussi Lise Faski-Gouin, qui est étudiante en santé environnementale et qui cumule les expériences notamment en Irak et en Turquie, qui a fait un stage récemment au programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, on va pouvoir aussi en discuter un peu plus. Et enfin, on a Alexandre Guberlet, donc, qui nous parle, je pense, depuis le Sénégal aujourd'hui, et donc, qui est journaliste et militant écologiste, membre de MOC COP et qui est un partenaire d'Oxfam. Donc ça aussi, on va pouvoir en discuter. Alexandre, tu diriges aussi l'organisation Terenga Lab, la fabrique citoyenne et écologique, qui est implantée dans la banlieue de Dakar. Cette organisation-là, elle développe plusieurs projets de gouvernance écologique dans les écoles au Sénégal et elle contribue à l'éducation environnementale des élèves à travers des activités parascolaires. Donc, en fait, comment va fonctionner un peu ce webinaire-là? Je vais commencer par poser une question à chacun et chacune de nos panélistes pour que aussi on apprenne un peu mieux les connaître. Puis après, on aura une période de dialogue sur des questions communes. Puis enfin, on va prendre vos questions à travers le chat pour terminer par une période de questions. Donc, pour commencer, en fait, je m'adresserai à toi, Alexandre, en premier. On est dans un contexte justement de COP26. Comme Gaïa l'a dit, les dialogues s'inscrivent dans ce contexte-là. J'aimerais bien savoir, toi, comment, depuis le Sénégal, elle s'effectue ta mobilisation et comment cette COP-là, en fait, elle a influencé ces derniers mois justement la mobilisation là-bas au Sénégal, cette COP26-là. Comment, finalement, toi, tu y prends part, en fait? Alors, je ne prends pas part exactement aux activités de la COP26. Par contre, en tant que militant citoyen et militant écologiste engagé pour le bien-être de ma communauté, avec d'autres organisations, nous avons organisé, il y a une dizaine de jours de cela, à Saly, c'est à la sortie de Dakar, une manifestation qu'on a appelée la contre-COP des peuples africains francophones. Il s'agissait pour nous pendant ces 3 jours de rencontre, de faire un plaidoyer assez fort pour la prise en compte des difficultés des populations autochtones. Il se trouve que nous habitons dans une presqu'île. Il y a énormément de thématiques telles que l'érosion côtière, l'avancée de la mer. Nous les vivons de plein fouet. Nous n'avons rien demandé à personne. Et nous subissons les conséquences de ce réchauffement climatique. De nombreuses populations aujourd'hui se déplacent pour habiter à l'intérieur du pays, abandonnant leur métier d'origine, qui était la pêche ou des activités autour de l'économie maritime. Et tout ça se trouve bouleversé. Donc, durant cette contre-COP-là, nous avons saisi cette occasion-là pour faire entendre notre plaidoyer. Un plaidoyer qu'on pourrait facilement résumer en une phrase. On parle beaucoup de justice climatique. C'est très bien. Il n'y a pas de justice sans tribunal. On veut un tribunal climatique parce que nous sommes fortement impactés par les effets du changement climatique à cause de l'industrialisation à outrance des pays du Nord et nous payons de plein fouet les pots cassés. Et nous demandons tout simplement d'être indemnisés. C'est vraiment ce plaidoyer-là que nous avons donné du moins pendant ces 4 jours qu'a duré cette rencontre de contre-COP des peuples francophones.
C'est super intéressant. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça lancer une nouvelle question dans le sondage pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que, selon vous, les jeunes du Nord et du Sud mènent des luttes climatiques similaires? Puis je pense que déjà, le témoignage d'Alexandre peut nous donner une idée là-dessus. Mais c'est ça, c'est comme on parle souvent, tu sais, tu parlais justement de justice climatique, c'est un mot qu'on utilise souvent comme ça, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et souvent, on va parler aussi de la jeunesse de façon homogène, alors que selon où est-ce qu'on se trouve, en fait, on va pas. Ouais, là, je vois qu'il y a plus de personnes qui nous disent que non, effectivement, pas d'accord. Peut-être que le but ultime est similaire, mais les conséquences et ce qu'on vit au quotidien ne l'est pas. Donc, c'est ça. On le voit là, il y a 60%. Ben, c'est ça. Je pense qu'on comprend un peu que oui, mais pas, en fait, finalement, ton expérience, tout le monde que pas tout à fait. Parce que il y a une grosse différence entre qui est responsable et qui paye finalement les conséquences des changements climatiques. Puis en fait, ça me fait rebondir un peu sur Lise aussi. Toi, tu as pu être témoin en fait de ces différences en fait de conséquences entre justement les pays du Nord et les pays du Sud. À travers tes expériences, tu es étudiante en santé environnementale. Qu'est-ce que tu as pu remarquer toi exactement dans cette continuité-là quand on voit de différences en termes d'inégalité finalement? Bonjour à tous. Je vais parler du contexte du Kurdistan d'Irak, où j'ai passé 3 ans entre 2015 et 2020 en tant qu'humanitaire. Je vais surtout parler des impacts du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Sur ces 3 années, j'ai constaté une hausse des températures. En été, on avait 40 degrés. En été 2020, on avait plus de 50 degrés chaque jour. L'accès à l'électricité a été impacté. On avait l'électricité pendant quelques heures, tard le soir, à tôt le matin, pendant lesquelles on pouvait utiliser un climatiseur. Hors de ces horaires, pas de climatisation, ce qui impactait la vie quotidienne. Il fait tellement chaud et humide qu'on reste prostré en attendant des heures plus clémentes. L'accès à l'eau potable aussi a été impacté. L'eau, en temps normal, est distribuée tous les 2-3 jours. On n'a pas un accès continu à l'eau, on doit aller stocker l'eau dans des citernes. Pendant l'été, cette eau était disponible seulement une fois par semaine. L'eau n'a pas été testée depuis 8 ans. L'organisation quotidienne dans la vie pour se laver, se procurer suffisamment de bouteilles en plastique, parce que c'est les seules disponibles, demande un temps considérable pour pourvenir aux besoins essentiels, comme la chasse d'eau. Imaginez-vous rester plusieurs jours sans tirer la chasse d'eau. La cuisine, la vaisselle, les vêtements, aussi se laver. De même, la pollution atmosphérique a été impactée. En été, il y a eu beaucoup de feux. En 2020, la ville où j'étais, Souleymania, a été entourée par des feux d'origine criminelle pour des raisons foncières. Donc, c'est très facile d'allumer un feu quand la végétation est très sèche, et aussi des feux dus au bombardement, dont un qui est advenu à 20 minutes de chez moi. Sur les conséquences de ces feux, j'ai pris les relevés du satellite Copernicus pendant tout l'été. Le taux de microparticules 10 a été supérieur aux recommandations de l'OMS pendant 91 jours sur 92. Pour ce qui est du dioxyde d'azote, les taux étaient supérieurs pendant 62 jours sur 92 jours. Quant aux microparticules 2,5, les taux étaient supérieurs pendant 44 jours. Ce phénomène a été aggravé par le fait que nous n'avons pas de transport public à Souleymania. Et de plus, le nombre de voitures a été multiplié. Donc, entre 2015 à 2018, on est passé d'environ 400 000 voitures enregistrées dans la ville à 490 000 voitures. Et ça ne compte pas les environ 100 000 voitures qui sont enregistrées. De même, dans le Kurdistan d'Irak, il y a présentement une destruction de la biodiversité par les opérations militaires turques dans l'ouest de la région. Les forêts sont détruites, les fermiers perdent leur terrain, des animaux sauvages et domestiques sont tués. De même, la pollution industrielle qui n'est pas contrôlée impose un fardeau significatif sur la santé des personnes. Notamment, lors d'une de mes études, j'ai pu avoir accès à des données qui montraient que les cas de cancer, de sang et de poumons
et de syndrome de Down étaient plus élevés dans les zones où s'exercent des activités industrielles liées aux énergies fossiles et à la construction. Enfin, les autorités et les communautés restent démunies pour prendre des solutions. Elles manquent de moyens financiers et aussi de capacités techniques. Ces facteurs ont tous été aggravés par l'épidémie de Covid-19. Enfin, présentement, les enjeux de développement sont très axés sur le développement économique car la région sort de près de 4 décennies de guerre. Merci. Merci Lise. Ton témoignage, c'est vraiment juste l'exemplification du fait que, ouais, ça témoigne exactement du fait que les changements climatiques, on en parle, ou la crise climatique, on en parle clairement au présent dans beaucoup d'endroits, puis Alexandre aussi finalement, alors que dans les discours, puis notamment dans le cadre des COP, on a des cibles à 2030, 2050, mais c'est important de se rappeler que la dimension de la justice climatique, elle se voit aussi sous différents prismes. Et donc, j'irai maintenant vers toi, justement, Florence, qui s'implique là depuis 2 ans au niveau du Québec, où est-ce que nous, on n'a pas justement ces facteurs-ci partout. Enfin, en tout cas, on ne parle pas au sein même du Québec, il y a des inégalités par rapport au premier peuple, etc. Mais quand même, je me demande, toi, c'est quoi ton analyse depuis 2 ans de l'influence de cette mobilisation jeunesse dans l'action climatique de l'échelle locale finalement jusqu'à l'international en ce moment avec la COP26 et donc l'influence et les impacts en fait de cette mobilisation-là des 2-3 dernières années parce que c'est quand même un discours qu'on essaye de tenir, là, de parler, de ramener la question de la crise climatique au présent. Et je me demande un peu comment tu vois, toi, qui t'implique finalement, donc comme je l'avais dit au début, dans la SEV, donc ce mouvement étudiant-là qui a organisé notamment les grèves pour le climat de 2019 et des manifestations là, des dernières semaines et derniers mois. Ouais, ben, je pense que c'est ça depuis 2-3 ans. Si l'impact du mouvement climatique au Québec avec la jeunesse, je pense que mais d'abord, ça a mis l'enjeu climatique au cœur, mettons, des élections, au cœur des médias, des interventions dans les médias. C'est vraiment un sujet qui fait plus parler. Puis, c'est étonnant de voir, même si en ce moment, c'est vraiment pas parfait, c'est étonnant de voir comment les discours changent beaucoup par rapport à intégrer justement une vision de la crise climatique qui inclut plus la justice climatique, puis justement le fait que c'est un problème pas dans le futur, pas pour nos enfants, mais c'est un problème bien présent vraiment aujourd'hui. Puis c'est ça, je dis ça, puis je pense que c'est un travail constant, puis voilà, qu'il faut continuer à mettre de l'avant et à marteler. Puis je pense que, tu sais, mettons on remarque beaucoup que les voix, mettons de la Sève, qu'on est beaucoup des personnes blanches, des personnes privilégiées, nos voix vont être vraiment plus entendues, les médias vont plus aller vers nous que, mettons, des défenseuses du territoire autochtone qui vont eux vivre les conséquences des changements climatiques dans leur communauté, contrairement à nous qu'on fait juste comme essayer de transmettre au meilleur du possible le message de ces personnes-là. Donc c'est ça, je me suis un peu perdue là, dans la fin, mais je pense qu'il y a quand même une amélioration, il y a quand même du travail à faire, beaucoup. Et je voulais aussi parler de le fait de mobiliser les gens, de faire, dans le fond, ben c'est ça. Moi, j'ai une expérience de mobilisation sur le terrain, dans les campus, etc. Puis, une autre chose que j'ai remarqué beaucoup depuis 2-3 ans, c'est que les gens sentent de plus en plus qu'ils peuvent faire quelque chose pour la crise climatique. Oui, il y a du cynisme, mais il y a aussi de l'espoir. Puis je pense qu'il faut cultiver cet espoir-là dans la lutte. Donc, voilà. Ouais, merci Florence. On a besoin de ces discours
porteur d'espoir. Merci beaucoup. Puis, ouais, justement, c'est ça. On voit finalement dans ton discours qu'il y a quand même une unification, tu sais, dans le sens où on n'est plus seulement passé de nous les jeunes, c'est nous qui allons passer, qui allons subir ces impacts-là, mais tu sais, de justement parler de justement des personnes qui sont aujourd'hui, comme on dit, les frontlines au premier plan là, de la lutte, puis qui sont les premières impactées. Et ça me fait penser un peu à la question qu'on a posée, est-ce que les luttes sont similaires entre les jeunes du Nord et du Sud? Mais c'est qu'on essaye finalement à travers ces messages-là de rappeler qui sont les premiers touchés et même nous, les jeunes des pays du Nord, d'essayer de montrer, oui, il y a certes, on se mobilise parce qu'il y a comme une inquiétude pour le futur, mais c'est aussi de ramener ça encore au présent, comme tu l'as dit, et qui peut-être est encore plus, fait encore plus rappeler que la question de l'urgence actuelle. Ça me fait me tourner vers Katia aussi, parce que Katia, toi, tu fais partie du comité jeunesse de la FTQ, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Puis on peut se demander à première vue, mais pourquoi la FTQ parle de changement climatique et de justice climatique? Mais justement, c'est super pertinent. Puis je me demande, toi, justement, ton rôle dans cette organisation-là, comment on développe aussi ces mêmes questions-là de solidarité et de justice climatique par rapport aux travailleurs et travailleuses? Oui, ben en fait, je te dirais que je pense qu'on a tout notre rôle à jouer dans cette lutte au changement climatique. Les travailleuses et les travailleurs vont être impactés de plein fouet par cette crise au niveau de la transition des emplois et tout. Donc, il faut toujours commencer à réfléchir à des actions à poser pour réduire ces effets néfastes-là. Puis, en fait, au comité des jeunes de la FTQ, on sait très bien que l'action, ça passe par l'apprentissage et la mobilisation, et même que l'apprentissage mène souvent à la mobilisation. Donc, à chaque année, on organise un camp de formation pour les jeunes, puis c'est une de nos activités qui a toujours le plus de succès. C'est le moment parfait pour les syndicats affiliés de la FTQ de conjuguer apprendre et agir. Donc, on en profite pour inviter des gens de différentes avenues pour venir nous parler. Par exemple, en septembre 2019, la thématique de notre camp, c'était complètement dédiée à la question climatique et la transition juste. Puis, il y avait des présentations de Greenpeace, Réalité climatique Canada, Réseau Action Climat, par exemple. Et ça nous a permis d'avoir vraiment des bonnes discussions avec des centaines de jeunes. Puis, ça nous a mené à commencer la réflexion au niveau de nos actions qu'on pourrait poser. Donc, après ces présentations-là, il y a eu plein de discussions, il y a eu des ateliers de réflexion qui ont été organisés. Puis, on a pris conscience de l'ampleur du problème, puis des inégalités qui en découlent aussi. Donc, une fois qu'on prend conscience et qu'on réalise l'impact vrai, l'impact réel de ces changements climatiques-là, bien, ça devient difficile de demeurer inactif. Donc, c'était vraiment rafraîchissant d'entendre les belles idées qui sont ressorties de nos ateliers. Puis, on a déjà commencé à mettre en place quelques-unes de ces idées-là, dont la compensation systématique de notre empreinte de carbone pendant nos activités. On a aussi cessé d'utiliser des verres à usage unique puis opté pour l'utilisation de verres réutilisables pendant nos événements. Puis c'est sûr qu'il y a aussi des solidarités qui se développent parce qu'à ces activités-là, bien, il y a toutes sortes de personnes qui y participent, autant au niveau des présentateurs que des participants. Puis je vous dirais que la semaine qui suivait le camp, c'était la grande mobilisation de la planète s'invite au travail, puis la marche pour le climat. Puis on a participé à ces deux mobilisations-là. Puis, comme vous l'avez vu, bien, la marche pour le climat, c'est la plus grande marche que Montréal a connue depuis ces dernières années, donc ce n'était pas négligeable. Puis, juste pour vous dire que le tout continue à cheminer après toutes ces discussions, après toutes ces réflexions et ces prises de conscience, bien, les jeunes continuent de réfléchir à des façons vraiment de réduire leur empreinte carbone, d'atteindre la carboneutralité, que ce soit à l'interne au niveau de leur syndicat ou au milieu de travail, etc. Mais je pourrais vous donner un exemple. Le comité des jeunes de mon syndicat, qui est le SEPB Québec, donc le syndicat des employés professionnels de bureau, a mis pression sur l'exécutif syndical pour mettre en place un comité environnement. Puis ce comité environnement-là, on trouvait que c'était essentiel qu'il y en ait un pour vraiment se pencher rapidement sur la façon pour nous d'atteindre la carboneutralité à l'interne. Puis l'exécutif syndical nous a entendus, le comité a été créé, puis depuis sa création, il y a déjà eu des changements qui ont été mis en place, dont l'installation de bacs de compostage à plusieurs endroits dans nos bureaux. Donc, c'est vraiment peut-être un petit geste. Puis c'est sûr que la réflexion continue à s'imposer. Là, elle est toujours en cours, puis on n'a pas fini de réfléchir, mais c'est vraiment que chaque petit geste va nous mener à notre objectif. Donc, je pense vraiment qu'on a tous notre rôle à jouer dans tout ça, qu'on soit un syndicaliste ou pas.
Oui, absolument. Merci beaucoup. Puis c'est ça, on voit que finalement, ces idées-là, elles cheminent dans tous les secteurs. Là, on parle du milieu étudiant, du milieu syndical. Puis en fait, elles cheminent même vers des organismes là, comme justement Simon à Force Jeunesse. On voit en fait toute la pertinence à ce moment-là, un organisme qui œuvre dans la défense des droits de la jeunesse. Là, on voit que justement la crise climatique vient directement mettre en péril ces droits-là. Comment justement, vous, au sein de Force Jeunesse, vous défendez ce droit à la justice et à l'équité intergénérationnelle? Merci beaucoup, Léa. Et effectivement, la mission de Force Jeunesse, c'est ça, c'est de défendre les droits des jeunes, mais vraiment dans l'élaboration de politiques publiques. C'est ce qui est le centre de notre action. On veut que tous ces vœux, tout ce consensus qui est dégagé se traduise en actions concrètes. Et la valeur qui guide nos actions à Force Jeunesse, c'est vraiment l'équité intergénérationnelle. Et qu'est-ce que c'est l'équité intergénérationnelle? Deux choses. Pour nous, c'est de s'assurer que les décisions qui sont prises aujourd'hui soient pas seulement prises par des impératifs du moment, mais qu'on se questionne également sur leur impact sur les générations futures pour s'assurer que les prochaines générations ne soient pas limitées dans leur choix à cause de décisions qu'on prend aujourd'hui. Et vous conviendrez comme moi que la question des changements climatiques est au cœur de l'équité intergénérationnelle. On a un devoir envers la génération actuelle, mais évidemment envers les générations futures, de leur donner un environnement aussi bien que celui qu'on a reçu, ou encore mieux, souhaitons-le, en prenant des actions qui sont très importantes. Et on doit rendre nos décideurs publics imputables de ces changements-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace un peu aussi dans le discours. On entend souvent qu'en fait, on semble vouloir donner cette responsabilité-là de lutter contre les changements climatiques exclusivement aux jeunes, comme si la jeunesse devait seule mener ce combat-là. Je pense que non. Je pense que la jeunesse doit donner une impulsion parce qu'on est davantage sensibilisé, on est davantage conscientisé à l'impact des changements climatiques, mais ça doit se faire par les décideurs qui sont là actuellement, qui sont pour certains pas tout à fait jeunes, mais la jeunesse certainement a un rôle majeur à jouer. Et on n'est plus à l'heure de faire des constats. Là. On est tous d'accord que les changements climatiques sont une menace importante, qu'il faut agir. On doit mettre en place maintenant des mesures concrètes. Et je serais super intéressé dans la période d'échange de vous entendre là-dessus, à savoir concrètement là, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place, tant d'un point de vue fédéral, provincial que municipal, pour avoir un impact concret sur les changements climatiques. Et c'est ça, Force Jeunesse, qu'on va essayer de mettre de l'avant dans les prochains mois, prochaines années. Lorsqu'on demande à nos membres quel est l'enjeu qui les préoccupe le plus, bien, la lutte au changement climatique revient sans cesse au premier rang. Alors, on veut de façon très concrète leur proposer des solutions et ça demande une concertation, évidemment, avec tous les groupes de la société civile, tous les paliers de gouvernement. Il n'y a pas une solution unique au changement climatique. C'est un problème qui est très complexe, qui tient compte de toutes sortes de particularités régionales, notamment. Donc, je pense qu'on fait un pas encore dans la bonne direction aujourd'hui. J'ai très hâte là, de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Oui, merci beaucoup, Simon. Puis justement, on va entrer dans cette période d'échange là. Puis moi, ça me fait penser finalement comment nous, tous ces organismes-là, on parle du mouvement étudiant, c'est ça, des organismes. En fait, c'est ça, l'idée, c'est que les changements, que la crise climatique et la lutte pour la justice climatique, elle traverse tous les milieux et comment mieux travailler ensemble. Et moi, j'aurais une première question pour vous. C'est justement, tu en as parlé, là, cette responsabilisation, ce fardeau qu'on met sur les épaules des jeunes en disant, bah oui, mais vous, quand vous serez là où est-ce qu'on en est, vous ferez l'action, alors que là, on se rend compte, finalement, on est très, très loin de l'objectif de maintenir le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Donc, c'est comme, non, dans 10 ans, là, c'est sûr qu'on passe à côté si on ne s'y met pas tout de suite. Et ça nous ramène à l'idée de comment on contre cette fameuse idée que les jeunes sont les leaders de demain. Et alors que, justement, on revendique une place dans la prise de décision dès aujourd'hui. Et en fait, finalement, on se rend compte que toutes nos structures décisionnelles, elles n'incluent pas des jeunes, forcément, même, je pense qu'on est tous majeurs ici, mais il y a des jeunes qui s'impliquent dès le secondaire, le cégep, et leurs idées sont absolument brillantes et en fait sont juste celles qui devraient guider nos décisions aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est un peu comment on brise cette barrière-là là, de l'âge, peut-être de tout ce qui se passe sur les idées de la jeunesse qu'on va moins considérer par rapport à ça. Donc, peut-être je commencerai par te lancer la parole, de te passer la parole, Katia. Peut-être que tu as une réflexion là-dessus, puis n'hésitez pas à lever vos mains pour qu'on puisse, discuter ensemble.
ensemble, mais ça reste pour moi, malgré 2 ans d'implication, quelque chose qui reste encore très présent là. Donc, je pense que tout le monde le ressent ici aussi. Absolument. Merci pour la question, Léa. Je te dirais vraiment que c'est vraiment un mythe de penser que les jeunes sont vraiment juste des leaders de demain parce que ça vient vraiment démontrer à quel point on a une notion restreinte du leadership. Tu sais, être leader, c'est pas seulement être expert ou être en avant-plan d'une situation ou d'un programme, mais c'est vraiment plusieurs différents types de choses. Ça prend plusieurs caractéristiques pour être leader, puis les jeunes en ont beaucoup. Quand on comprend cette notion-là, ben, c'est facile de voir que les jeunes sont déjà en position de leadership aujourd'hui parce que les jeunes sont rassembleurs, ils ont une vision, ils poussent les gens à l'action collective. Tu sais, si vous y pensez bien encore, je vous rappelle encore une fois la marche que Montréal a connue, la marche pour le climat, c'était la plus grande que Montréal a connue, mais c'est une marche qui a été organisée par des jeunes, la marche du 27 septembre 2019. C'est vraiment quelque chose qui reste gravé dans mon mémoire. Il y avait comme 500 000 personnes dans les rues. Mais ce n'était pas négligeable. C'est des jeunes qui ont rassemblé tous ces gens-là ensemble. Puis, dans le fond, ça a eu de l'impact. La question environnementale n'avait jamais fait les manchettes avant. Puis, du jour au lendemain, c'était un des enjeux les plus discutés. Donc, c'est très important d'être rassembleur et aussi d'être mobilisateur, mais aussi, il faut être très bon disséminateur d'informations. Puis, je pense que les jeunes, on est très forts là-dedans. On n'a pas de difficulté à naviguer les différents canaux de communication. Puis c'est vraiment, la communication, c'est un levier qui fait lever les foules, puis qui vont vraiment porter les gens à l'action. Mais l'information, c'est pas suffisant. Il faut aussi être inspirant, puis il faut être engageant. Puis c'est une façon, je vous dirais, pour les jeunes, de vraiment se démarquer parce qu'on a souvent une façon alternative de voir les choses, même avant-gardiste, je vous dirais, parce que, étant donné qu'on n'a pas nécessairement toute l'expérience de nos prédécesseurs, bien, on voit les choses, c'est plus facile pour nous de penser en dehors de la boîte. Donc, je vous dirais que les jeunes sont souvent des leaders transformationnels. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment inspirer les gens à l'action. Je pense ici à Greta Thunberg, qui a inspiré les marches du vendredi pour le climat, ou Alexandra Ocasio-Cortez aux États-Unis avec le Green New Deal. C'est vraiment des idées auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé, mais c'est des idées qui ont vraiment eu beaucoup d'impact puis qui ont réveillé des milliers de personnes qui ne se sentaient pas interpellées par la question climatique auparavant. Fait que c'est vraiment à travers leur passion puis leur franc-parler qu'ils ont vraiment mené les gens à l'action. Puis en plus de toutes ces qualités que la jeunesse a déjà, je vous dirais qu'il ne faut aussi pas oublier qu'il y a certains jeunes qui se trouvent déjà dans des positions de pouvoir. Il y en a qui siègent sur des CA, qui sont présidents ou présidentes d'organisations syndicales ou communautaires ou qui sont députés à l'Assemblée nationale, entre autres. Mais eux aussi, ils sont déjà dans des positions où est-ce qu'ils peuvent discuter. Ils sont en train d'acquérir de l'expérience pour encore avoir plus dans leur bagage pour pouvoir mettre plus de choses en place, mais quand même, ils sont déjà en position de pouvoir. Fait qu'il faut arrêter de se maintenir au modèle de leadership du passé parce qu'on l'a dépassé. Dans le fond, on a besoin de toutes sortes de leaders, des leaders un petit peu partout dans chacun de nos milieux, puis il faut prendre avantage de la norme sociale puis de l'effet d'influenceur. Donc, les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à aller au-delà de simplement parler en menant par l'exemple. Puis de toute façon, là, c'est les jeunes qui sont les grands héritiers des conséquences des changements climatiques. Donc, je crois encore plus qu'on a déjà notre place importante dans les sphères décisionnelles dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Katia. Et puis ça me fait penser à un truc qui m'a beaucoup réjoui, moi, en fin de semaine, c'est le résultat des élections municipales au Québec. Là, on a vu beaucoup de jeunes femmes élues et ça fait plaisir. On se dit peut-être que oui, ces considérations-là et ce leadership-là qui est nouveau va pouvoir se développer à plusieurs endroits. Donc, c'était juste une petite idée que ça m'amène. Je vois que Lise, tu as la main levée. Oui, je voudrais rebondir sur ce que Katia a dit par rapport aux conséquences. Les jeunes ont toute légitimité à s'engager dans ce combat à être leader parce qu'ils subissent les impacts du changement climatique. Par exemple, en termes de santé environnementale, grandir dans un environnement dégradé impacte le développement. Par exemple, l'exposition aux pesticides contribuerait à la réduction du quotient intellectuel. Un accès limité à une nourriture de qualité impacte la croissance. L'exposition à des particules toxiques dans l'air, l'eau et sur le sol, comme les perturbateurs endocriniens, les microparticules, l'ozone, accroît le risque de développer des maladies sur le long cours, notamment des cancers et des maladies chroniques. Et cela impactera la qualité de vie de ceux qui sont jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire que
dans plusieurs années, ils n'auront pas la même santé que leurs aînés, ils n'auront pas les mêmes possibilités de se développer que leurs aînés. C'est une injustice criante contre laquelle les jeunes ont toute légitimité de se plaindre et de faire entendre leur voix. Merci beaucoup, Lise. Puis, ouais, c'est effectivement, quand on voit ça d'un point de vue de santé publique, effectivement, on voit qu'il y a toute une légitimité à ce niveau-là. Mais tu sais, ça me fait penser un peu, Katia, aussi, tu disais, on a cette possibilité de penser un peu en dehors de la boîte. Et justement, c'est tout le temps quelque chose qu'on nous ramène. C'est quand on a la chance de rencontrer des personnes en position d'autorité ou décisionnelle, comme des ministres ou quoi que ce soit. On va nous ramener tout le temps la question de notre discours est plus utopiste et eux sont dans un monde plus pragmatique. Et c'est encore une fois le frein entre ces idées-là qui pourtant, oui, elles sont ambitieuses, mais on a besoin d'ambition aujourd'hui, qui se frappent au mur de justement la réalité et du pragmatisme, etc. Tous ces mots-là que je n'aime pas prononcer, mais c'est pourtant ce qu'on entend encore aujourd'hui. Donc, comment on passe justement à ce frein-là de mise en œuvre? Je ne sais pas si Alexandre, toi aussi, c'est quelque chose que tu perçois là, ce frein entre notre discours est perçu finalement comme irréalisable, ou alors que finalement, quand on est face à une menace comme la crise climatique, notamment toi, tu la vis au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on vous ramène ce discours-là de comme, ben non, c'est juste, vous êtes jeune, puis c'est normal, puis etc. Elle est intéressante, ta question. Après, ça reste une question qui est très d'actualité. Chez moi, par exemple, au Sénégal, de plus en plus de jeunes commencent à être intéressés par les mobilisations autour du climat. C'est pas parce que ils se sentent forcément impactés, mais c'est parce que tout simplement, et ces jeunes-là, ils sont témoins, ils voient comment leurs parents sont souvent en train de changer d'activité, comment la crise climatique impacte de plein fouet dans les activités régénératives de revenus de leurs parents. Et aujourd'hui, en termes de mobilisation de jeunesse, en ce qui concerne moi, mon pays à moi, on est beaucoup plus dans une phase de dialogue intergénérationnel. Discuter avec les grandes personnes sur comment étaient nos régions, nos villes bien avant, parce que chez nous, le changement, il est à vitesse grand V en fait. Les choses changent de façon très, très, très rapide. Cette dégradation de notre écosystème, nous la vivons de façon super rapide et on se pose des questions. Les jeunes, comme les personnes, comme nos aînés, nous sommes arrivés, on se dit tous que nous sommes arrivés à la fin d'une certaine idée du monde. Je ne saurais dire quoi, au juste, avec précision, mais parce que toute notre époque raconte le crépuscule de quelque chose qui a vécu et qui a enveloppé le monde par sa substance. C'est un peu le déclin d'un art, d'un modèle, d'une certaine idée de vivre qui s'étiole sous nos yeux. Donc, il y a quelque chose on est en train d'assister à quelque chose qui s'en va. Quelque chose va arriver, on ne sait pas c'est quoi exactement, mais les gens ne sont pas optimistes. Donc, pour moi, c'est une très, très grande question qui amène à une réflexion très, très profonde. Mais c'est pour vous dire aussi l'ampleur de la situation que nous vivons aujourd'hui ici, que nous vivons aujourd'hui dans certaines régions du Sénégal, notamment les régions côtières. C'est tout à fait naturel que les jeunes de plus en plus s'engagent parce que on est dans le temps de l'urgence, en fait. Je ne sais pas si je reprends exactement à la question. Tu vas me le dire. Oui, c'est super, mais c'est super intéressant de voir vraiment comme quelque chose de... Pour nous, c'est important d'avoir ce témoignage-là, de voir en ce moment même, vous assistez à quelque chose qui se transforme, puis qui s'en va, puis c'est ce sentiment à la fois qui fait passer à l'action, mais de grande aussi impuissance, je le vois comme ça, parce dans tous les cas, ça va arriver, souvent on dit, ah, mais aux gens qui disent, ah ouais, c'est trop tard, mais oui, c'est peut-être trop tard pour beaucoup de choses, mais
c'est jamais trop tard pour tout ce qu'on peut encore sauver, etc. Mais comme là, au Sénégal, sur les régions côtières, ou même, j'imagine, dans d'autres régions, c'est déjà là. Puis comment on vit avec ça, etc. C'est très intéressant. J'ai vu que Simon, tu avais la main levée. Absolument. Et c'est une question qu'on nous ramène souvent, là, c'est de se dire, ben, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ce qu'on fait. Et de façon très pragmatique, justement, on pense que les gouvernements doivent avoir plus de leadership sur les questions de lutte au changement climatique pour changer les comportements, pour aider à accélérer le changement de comportement de leurs citoyens. Souvent, ce qu'on va nous dire, c'est oui, on veut mettre en place des incitatifs, mais on ne veut pas trop brusquer les entreprises, on ne veut pas trop brusquer les gens dans leurs habitudes. Pour moi, non, le gouvernement doit être les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux doivent être une locomotive qui vont accélérer la lutte au changement climatique. Et je crois qu'on est rendu au point où on doit déranger les gens, on doit inciter fortement les gens à changer leur comportement, que ce soit par des incitatifs financiers, que ce soit sur des taxes, par exemple, sur les véhicules qui consomment plus d'énergie, des taxes sur l'énergie. C'est un enjeu qui est complexe, mais on doit aller plus loin et les gouvernements eux-mêmes doivent se rendre imputables. Parce qu'actuellement, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir des cibles, on se donne des cibles et on arrive à ces cibles-là, on dit simplement qu'on ne les a pas atteintes, on s'en donne des nouvelles sans nécessairement faire de suivi. Donc, les gouvernements, à notre avis, devraient également adopter dans leur législation locale des mesures contraignantes où ils s'imposent eux-mêmes des cibles et que s'ils ne les atteignent pas, ils puissent faire des compensations ou qu'au moins on puisse faire un suivi des différentes mesures qui sont proposées. Donc, ce n'est pas juste de parler de grands principes et de prendre des engagements à l'international. C'est très important que dans la législation locale, les gouvernements mettent ça en application. Et d'un point de vue très concret, c'est comme ça, à notre avis, qu'on va arriver à faire un pas de plus puis à se rapprocher de nos cibles. Ouais, merci beaucoup. Puis ça ramène un peu à cette question-là. Tu sais, tu disais d'idées précises qu'on pourrait amener comme revendication auprès des gouvernements. Je sais que, tu sais, Florence, nous, en tout cas, dans notre expérience au Québec, on travaille notamment, tu sais, quand c'était pour l'organisation de la manifestation ou même de revendications auprès des décideurs et décideuses, de manière concertée avec d'autres organisations de la société civile, le communautaire, des groupes citoyens, des ONG environnementales, etc., qui ont cette expertise plus concrète en termes de règles comme justement une taxe sur les véhicules lourds, etc. Mais est-ce que justement, toi, parce qu'il y a aussi, parce que ça me fait connecter plein de choses, il y avait justement Alexandre qui nous parlait de dialogue intergénérationnel, puis ça, c'est sûrement vraiment une clé pour avancer ensemble et de ne pas remettre tout le fardeau sur les épaules d'une seule génération qui serait la nôtre, alors que justement, on se bloque à un mur qui nous dit, bah oui, mais vos revendications, elles sont juste trop utopistes. Comment ça, tu vois ça, toi, ce travail-là d'élaboration, de plaidoyer et est-ce que ce serait justement une voie vers le fait que nos revendications arrivent justement aux décideurs et à une mise en œuvre plus ambitieuse, le fait de se dire, ben oui, mais est-ce que finalement les revendications de la jeunesse ne sont pas simplement des revendications progressistes qui sont aussi portées par d'autres acteurs et que nous, on arrive justement avec cette nouvelle vision du leadership. Finalement, tout ce qu'on discute est en train de s'interroger, je trouve ça très intéressant. Mais est-ce que c'est ça, tu vois comment toi, ce travail finalement en commun de plein de milieux différents, comme justement là, tout le monde qui est sur ce panel aujourd'hui-là? Ouais, c'est vraiment, vraiment très intéressant là, comme question. Je pense que c'est des réflexions qui sont beaucoup au sein de la Sève en ce moment-là. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on fait des plaidoyers puis qu'on fait des revendications, puis je pense que c'est important qu'il y ait des orientations générales, puis des principes sur lesquels on s'entend entre organisations, puis même au sein d'une même organisation. Mais nous, à la SEB, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment comme travailler sur mettre de l'avant des revendications ou bien plutôt comme puis se mettre dans une position tout le temps de demander quelque chose au gouvernement puis d'être tout le temps insatisfait de la réponse. Donc ça c'est comme le premier choix, puis le deuxième choix c'est comme de faire les choses nous-mêmes,
de mettre ce qu'on veut mettre en œuvre nous-mêmes. Mais ça, c'est compliqué parce que c'est comme, ça demande beaucoup plus de temps de réflexion, beaucoup plus d'utiliser notre créativité, puis de s'asseoir, puis de dire comme, OK, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut construire. Ça revient à justement la notion de empowerment, de se sentir capable de faire ça. Puis donc voilà, c'est comme toute une réflexion qui est ouverte. Puis je sais pas si il y a d'autres mondes qui veulent justement amener leur pensée là-dessus. Mais nous, c'est ça qu'on essaie de faire vraiment, comme de trouver une manière de juste faire les choses puis forcer le changement parce que il y a urgence. Puis on a l'impression on a besoin de mouvements radicaux qui font juste, comme j'ai dit, faire les affaires, mais la réflexion est en cours, là. Ouais, c'est vraiment super intéressant, justement, c'est de ne pas attendre nos gouvernements qui, notamment, tu sais, quand je veux pas rien dire, mais au provincial, c'est difficile là, de faire avancer nos idées, etc. Donc, est-ce que, justement, on va de l'avant et en même temps, il faut des mesures tellement importantes qu'il faut que ça passe à travers des lois, etc. J'aimerais ça, je vois Katia, tu as la main levée. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Oui, ben en fait, je vais faire un petit peu écho à ce que Simon et Florence viennent de dire, mais c'est ça, c'est qu'on est présentement en situation d'urgence climatique, donc il ne faut pas attendre que le gouvernement nous laisse notre place, mais il faut nettement perturber les choses, il faut transformer les discours sur la place publique. Puis si je prends un exemple, le gouvernement a dit qu'il ferait la place aux jeunes quand c'était le temps justement du rapport du groupe de travail jeunesse, entre autres, puis il y a eu plein de belles idées qui sont ressorties de ce rapport-là qui ont complètement été écartées. On parlait notamment d'intégrer les émissions de gaz à effet de serre de nos importations dans les inventaires québécois, d'interdire l'obsolescence et élargir la responsabilité des producteurs. Puis, il me semble que c'est des notions qui sont super importantes parce qu'on est vraiment présentement dans une période de surproduction. Les gens achètent et jettent, puis c'est vraiment un cercle qui ne se termine pas, donc une boucle qui n'a pas de fin. Et finalement, les conséquences de cette boucle-là, ben, elles sont ressenties, mais pas nécessairement chez nous, mais sont déjà ressenties dans les pays les plus vulnérables. Donc, c'est eux qui écopent de toutes les conséquences de notre consommation à nous. Puis, je trouve ça vraiment ridicule. Puis, après ça, on se pète les bretelles en disant, ah, ben OK, on a atteint certaines cibles et tout, mais finalement, il y a plein de choses qui ne font pas partie de nos cibles. Donc, il faudrait aussi développer un nouvel indicateur pour remplacer le PIB. Tu sais, ça, c'est aussi une proposition qui a été faite lors du rapport de travail jeunesse. Mais on disait d'adopter un indicateur qui était inclusif en remplacement du PIB. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement écarté. Donc, il faut vraiment cesser d'attendre que le gouvernement nous laisse une place, puis vraiment aller perturber le discours pour vraiment mener à un changement. Parce que si on attend, il n'y a rien qui va se faire. Puis l'urgence climatique, elle est maintenant. C'est super intéressant. Je vois qu'il y a plein d'idées finalement sur une question de quelles orientations devrait prendre la mobilisation jeunesse pour arriver à ces fins, ou justement à ce que ces revendications-là soient mises en œuvre. On parle juste, continuer à faire ce plaidoyer-là, arriver à des actions plus perturbatrices, le faire par nous-mêmes. Là, je vois qu'il y a plein d'idées qui émergent de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aimerait prolonger la discussion justement sur ces orientations-là à amener? Et puis d'un point de vue, c'est comme, effectivement, c'est des super belles idées, là, notamment cette question du PIB et tout, mais c'est comme nos gouvernements. C'est comme comment passer à un changement à un niveau supérieur là, auquel on se bloque. Et justement, ton expérience de travail là sur le plan pour d'électrification et de lutte au changement climatique, où effectivement beaucoup d'apports, c'est beau. On a dit ah oui, ils ont fait un comité jeunesse, la jeunesse va être entendue, ça c'est bien. Puis en fait, les résultats, c'est que tellement de vos apports ont été mis de côté à travers ça. Donc, je trouve que ta réflexion est super intéressante. Puis peut-être, si vous voulez, on peut, avant de passer à la période de questions, se tourner sur une autre question, parce que depuis le début, on voit que vous faites des super beaux liens entre ces questions d'injustice, d'inégalité sociale et même de racisme entre pays, entre communautés, c'est ça. Et justement, c'est comme juste pour les personnes qui nous écoutent là, c'est quoi vous justement tous ces liens? Comment ça s'exprime à travers la crise climatique? Je sais que Lise, d'un point de vue de la santé aussi, c'est ce que tu nous exprimais, mais juste peut-être expliquer plus simplement, comme
c'est pas seulement une question environnementale. Vous avez beaucoup parlé à travers tout ça, puis c'est quelque chose peut-être qui caractérise beaucoup ce discours-là de la jeunesse engagée, de ne pas prendre qu'une question en tant que telle, mais d'inclure ces questions de racisme, d'inégalité sociale et d'injustice à travers le discours de lutte pour la justice climatique. Mais j'aimerais ça, tu sais, avant de terminer cette période de discussion-là, qu'on puisse l'exprimer de façon plus claire pour justement les personnes qui nous écoutent. En basant sur les interventions des autres panélistes, c'est important d'avoir une vision en paysage du problème. On ne peut pas se focaliser sur tout. On a chacun nos expertises. Et c'est vrai que dans les pays les plus vulnérables, notamment les pays en conflit ou qui sortent de conflit, la situation est d'autant plus dramatique parce que tout est à reconstruire. Il y a le système de santé, le système d'éducation, l'agriculture, les infrastructures. Et cette reconstruction-là ne prend pas en compte les enjeux environnementaux, car l'urgence se focalise seulement sur le développement économique. Et Katia l'a très bien mentionné tantôt, le PIB n'est pas un indicateur important. Malheureusement, les agences de notation se basent sur cela pour donner une note au pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays performant, un pays qui va avoir un bon taux d'emprunt, c'est un pays qui va fabriquer de l'argent, peu importe le coût de fabrication de ces revenus. Et ça, en Irak, par exemple, et surtout dans le Kurdistan irakien, ils n'ont pas encore compris ça. Eux, ils favorisent le développement des routes, le développement de l'industrie fossile, le développement de la construction, les cimenteries, toutes ces industries qui, certes, vont apporter un développement aujourd'hui, mais qui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, va se payer par des problèmes de santé et peut-être un pays qui sera inhabitable. 40% du territoire irakien dépend de la biodiversité pour être habitable, ce qui est énorme. Ça veut dire que concrètement, 40% du pays pourrait être effacé de la carte demain. De plus, les jeunes qui sont dans ces pays-là n'ont pas la liberté démocratique de prendre la parole comme nous le font aujourd'hui. Ils ne peuvent pas défendre leurs droits. Dans le cas contraire, s'ils le font, ils s'exposent à des représailles pour eux-mêmes et pour leurs proches. Et à un niveau plus élevé, là, je vais parler plus des négociations des parties à la COP, que ce soit la COP 26 pour le climat ou la COP 15 pour la biodiversité. L'organisation des négociations favorise la parole des parties prenantes, des parties, les pays, des membres de gouvernement. Mais il y a aussi des parties prenantes qui, on va les favoriser. C'est celles qui ont des moyens financiers. Par exemple, la délégation des énergies fossiles contient en plus de représentants que les délégations d'un pays, ce qui est impressionnant. On a des milliardaires qui ne connaissent pas les effets du changement climatique et qui polluent et qui viennent parler et expliquer la conservation dans tel pays alors qu'ils n'ont pas de légitimité. Ils ne subissent pas ce qui se passe. Eux, on leur offre une tribune, on légitime leur parole et leur vision inégalitaire du monde. La parole des jeunes est invisibilisée. On va dire, on va vous mettre là comme décoration dans la rencontre. C'est juste pour dire, il y a un jeune ou il y a un jeune du Sud ou voilà, histoire de montrer que les jeunes du Sud sont représentés ou on va mettre un autochtone pour dire, il y a un autochtone qui est là. Mais est-ce qu'on va donner une légitimité à leur parole? Là est la question. Est-ce qu'on va prendre leurs recommandations en compte? Là est la question. Et ça arrive pour les énergies fossiles. Et ce qui est dramatique, parce que tantôt, Simon parlait des finances. Il faut savoir que les pays donnent des subventions aux compagnies des énergies fossiles. En 2019, c'est 478 milliards de dollars de subventions selon les chiffres de l'OCDE. Et quand on compare ça par rapport aux chiffres pour l'aide au développement, au financement de la biodiversité et du net zéro, c'est énorme. Donc, il y a un discours d'un côté et de l'autre, quand on regarde les actes, il y a un fossé. Et on voudrait que ce fossé se réduise.
Et pour cela, il faut vraiment qu'on mette les pieds dans le plat et il faut que les jeunes s'imposent, que ce soit dans le domaine médiatique, mais aussi auprès de toutes les représentations, que ce soit auprès du gouvernement, auprès des entreprises, dans les universités, à tous les niveaux. Merci Lise. Ouais, j'ai vu ça à la COP26. En ce moment, il y a plus de 503 là, lobbyistes accrédités de l'industrie fossile et ce qui serait la plus grosse délégation si c'était un pays. Donc voilà, ça c'est juste aberrant d'apprendre ça, mais effectivement, là, on se rend compte que le pouvoir est encore dans les mains des méchants. Et justement, enfin, le message que tu nous lances aujourd'hui, c'est de continuer en fait à faire tout ça dans toutes nos organisations. Juste avant de passer, j'aimerais ça un peu t'entendre, Florence, toi, sur le fait qu'on vit là en ce moment au Québec, au Canada, sur justement cette responsabilité historique, tu sais, en termes, tu sais, d'injustice et donc notamment, tu sais, Lise parlait de, bah oui, en Irak, ils n'ont pas encore, enfin, tu sais, compris, mais c'est aussi justement qu'il y a toutes ces injustices au niveau international qui fait que c'est à un pays comme le Canada là, de devoir en faire beaucoup plus, notamment, Simon parlait au niveau du financement, mais pas seulement, tu sais, au niveau de ses réductions de gaz à effet de serre, tu sais, on parle de juste part. Est-ce que c'est ça, vous, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, puis qui fait que les revendications peuvent paraître immenses, alors que c'est effectivement juste une question de justice? Ben oui, vraiment. Justement, cette question-là me fait penser aux 4 revendications que la SEV porte depuis les 3 dernières manifestations pour la justice climatique. On parle de donner un statut pour tous et toutes. On parle de mettre en place les souverainetés autochtones. On parle de réduire le financement des forces policières, puis de plutôt investir, pas jeter l'argent par les fenêtres, bien entendu, mais comme réinvestir dans les services sociaux, du logement, pour vraiment bâtir des communautés plus résilientes, dans le fond. Et notre 4e revendication, c'est vraiment de la carboneutralité d'ici 2030 et non 2050. Donc, c'est vraiment un chiffre qui fait peur, qui saute aux yeux, mais dans le fond, c'est ce qui est, c'est selon les calculs de justement responsabilité historique, c'est ce qui est nécessaire pour se rendre à quelque chose, pour limiter justement le réchauffement global. Puis je pense que c'est justement historiquement la raison pour laquelle tous les pays dans le monde sont industrialisés, ben c'est parce que c'est les pays comme occidentaux, qui ont d'abord comme imposé ça partout avec comme le colonialisme, etc. Donc, c'est toutes des affaires à prendre en compte, je pense. Puis voilà. Ouais, merci beaucoup. Et oui, justement, c'est ça la question de la juste part du Canada et des États-Unis, puis de tous les pays industrialisés. Puis ça, c'est au cœur des négociations en ce moment internationales sur le climat. Puis c'est ça qui est un point de friction. Puis cette coopération internationale, justement, en faveur de la lutte au changement climatique, elle repose sur le fait qu'il y ait une équité en termes de contribution à l'effort. Et c'est vraiment ça qui manque en ce moment. Fait que je vois qu'il est 13h02 et merci tout le monde déjà j'ai trouvé ça super intéressant, là, différentes avenues, différents points de vue, mais qui se regroupent, etc., en fonction de où est-ce qu'on est et de notre parcours. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. On serait au moment où est-ce que on accueillerait vos questions à vous qui nous écoutez. Donc, je ne sais pas si Gaïa, t'en as pu voir passer déjà à travers le... Non, j'ai pas encore vu de questions, mais je vous inviterai peut-être à lever votre main pour que je puisse vous faire panéliste. Du coup, comme ça, on pourra vous voir, ce sera plus sympathique. N'hésitez pas. Oui. Ah, ça y est. Alexandra, je vais te promouvoir. Ça va prendre juste un petit délai. Voilà, tu peux ouvrir ta caméra. Allô tout le monde. Merci pour ces super échanges, c'est super intéressant. Ça fait toujours du bien
ça donne de la confiance puis de l'énergie d'entendre que c'est légitime et important que les jeunes se mobilisent. Puis en fait, j'ai pas vraiment de questions, c'était plus une petite annonce que j'ai mis dans le chat. En fait, pas demain, pardon, mais jeudi, on a la tribune des générations futures. D'ailleurs, Lise, allô, fait partie de la délégation des générations futures, qui est une délégation de jeunes à travers le Québec, de différents horizons, qui ont travaillé depuis le début des dialogues et à faire ensemble un plaidoyer jeunesse pour mettre de l'avant 6 priorités. Ça va être 6 finalement, Lise, je te révèle au lieu de 5, qui sont jugés en fait, prioritaires par ces jeunes de la délégation sur plein de dossiers. Donc, on va dévoiler ce plaidoyer-là jeudi, mais ça va être aussi un moment de faire entendre ces recommandations-là devant des élus, des décisionnaires. Des fois, on se demande en action climatique comment faire. On en a parlé un peu aujourd'hui dans la rencontre. Voici une tactique. On va avoir vraiment un dialogue direct avec 6 personnes décisionnaires quand même, élues provinciales ou fédérales. Vous allez voir sur l'événement, leurs noms sont là. Puis, il y aura aussi une période d'échange avec le public. Il y a des personnes qui vont être présentes. Donc, plus de jeunes à l'écran, dans le Zoom, plus de pouvoir. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus à vous joindre à cette conversation-là. Puis, on a très hâte de partager ces recommandations-là pour ajouter notre petit grain de sel à l'action climatique. Voilà, c'est tout. Merci Alexandra. Et oui, j'ai vu que Gaïa avait mis le lien dans le chat, donc n'hésitez pas. J'en ai entendu parler et je pense que ça va être très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une question de la part des personnes qui nous écoutent? Oui, je vois une main levée. Ah, c'est Simon. Oui, c'est moi en fait, mais s'il n'y a pas de questions, je proposerais peut-être moi d'en lancer une aux participants, aux participantes. Oui, je serais intéressée de savoir, dans ce que vous constatez actuellement, quelles sont les actions qui ne se font pas, qui tardent à attendre, qui vous choquent le plus, puis comment est-ce que nous, les différents groupes qu'on représente, comment est-ce qu'on peut contribuer selon vous? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour mener ces changements-là? Je pense que vous êtes aussi bien placés que nous pour les identifier, puis je pense qu'on serait tous intéressés à être alimentés par vos propositions, vos pistes de solutions, des réflexions que vous partagez. Donc, n'hésitez pas non plus de prendre la parole pour ça. C'est un moment où vous avez plein d'acteurs mobilisés là, qui peuvent vous écouter, puis peut-être même vous impliquer là, dans la mise en œuvre de ces solutions-là. Oui, absolument. Est-ce que quelqu'un veut réagir parmi nous, en tout cas, déjà? Puis, ouais, Lise? Alors, il n'y a pas une solution idéale. Il y a sûrement une pluralité de solutions qui va être idéale dépendamment du contexte. En revanche, pour la jeunesse, il y a un vrai besoin de contrer le lobbyisme et peut-être de faire un lobbyisme des jeunes sur ces questions du changement climatique et de la perte de la biodiversité, car les deux thématiques sont complémentaires, et y compris avoir une conscience que ce combat est le combat de toute l'humanité. Qui implique pas seulement les jeunes, mais aussi les personnes plus âgées, qui implique aussi les enfants qui viennent de naître et qui ne peuvent pas parler. Et c'est aussi un combat transnational. C'est-à-dire que nous sommes tous dans le même bateau et que nous avons à mener tous la même bataille dans l'adaptation au changement climatique. On est très interdépendants les uns des autres. Notre succès économique au Canada repose sur une interdépendance par rapport à la biodiversité dans d'autres pays du Sud. Ça peut être les énergies fossiles, mais ça peut être aussi l'agriculture. Par exemple, une bonne partie des fruits et légumes que nous importons ici et que nous mangeons viennent d'endroits où on utilise des pesticides et où des travailleurs vulnérables sont exposés à ces pesticides. Donc, on favorise sans le vouloir, par nos actions quotidiennes, des impacts climatiques qui vont être dramatiques, peut-être pas directement pour nous, mais qui le sont pour d'autres, mais aussi qui seront dramatiques un jour pour nous. Parce que en vivant en Irak, et tantôt Alexandre l'a très bien expliqué en disant que les changements sont d'une rapidité phénoménale, c'est la catastrophe, ça peut arriver demain ou dans 5 minutes. Nous ne sommes pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un effondrement
de notre système économique et de la vie telle qu'on la connaît maintenant. Donc, on est tous dépendants. Et ce que Alexandre décrivait, comme l'érosion des terres, ça nous concerne aussi. C'est quelque chose qui va nous revenir par un effet boomerang. Merci Lise. Je vois qu'Alexandre aussi, tu avais la main levée. Tu peux y aller. Oui, c'était beaucoup plus pour revenir sur la problématique de l'implication des jeunes dans la prise en charge de la thématique du changement climatique. Et je pense que cette thématique, elle a beaucoup plus de cours dans le continent africain. Quand je prends la région de l'Afrique de l'Ouest, qui est une région où il y a énormément de jeunes, au Sénégal, on a plus de 65% de la population qui a moins de 25 ans. C'est vraiment très énorme. Donc, il est très, très important qu'on ait une masse critique de jeunes vraiment au cœur de cette thématique-là. Et c'est ce qui transparaît dans toutes nos initiatives que nous faisons aujourd'hui. Après, le dire, c'est très facile. Sur le terrain, concrètement, dans la pratique, c'est très, très difficile parce que chaque société a sa mentalité, a ses freins culturels. Et chez nous autres, nous sommes un continent très jeune. Malheureusement, dans les sphères de décision, on a très, 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 très peu de jeunes qui sont présents, que ce soit dans nos assemblées, à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les conseils municipaux, au niveau des communes. C'est très, très difficile. Ce qui fait qu'on est à la limite très essoufflé dans le combat parce que c'est à la limite un combat titanesque, mais on a bon espoir. On a bon espoir. L'autre point sur lequel j'aimerais beaucoup plus m'apaisantir aussi, c'est la nécessité pour nous autres pays du Sud de ne pas forcément copier le modèle de développement des pays du Nord. C'est la grande tendance en Afrique, malheureusement. Le Sénégal, qui est mon pays, à partir de 2024, va commencer à commercialiser ses premiers barils de pétrole, puisque d'importants gisements de pétrole ont été découverts il y a quelques années. Mais nous ne cessons de dire aux acteurs politiques que nous côtoyons qu'il est important de ne pas copier le modèle de développement de l'Occident, sinon on va importer aussi les conséquences de ce modèle de développement. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette question. Ouais, merci beaucoup. Puis moi, ça me fait un peu réagir en lien avec la question que tu posais, Simon. Tu sais, c'est le Canada, par exemple, a annoncé là, à la COP26 qu'il allait cesser le financement international aux énergies fossiles. Et donc, tu sais, pour que justement on devienne que des pays comme justement là, des pays du Sud, comme le Sénégal et l'exemple que tu viens de nous parler, Alexandre, puissent plus se tourner vers le renouvelable et les accompagner dans ce changement positif. Et pour moi, quelque chose qui tarde et que je trouve impensable, c'est dont parlait Lise tantôt, entre le comparatif entre l'argent qu'on donne aux industries fossiles au Canada. Tu sais, là, on parle, oui, c'est une super belle annonce. Le Canada va arrêter de cesser de financer à l'international, mais il n'a pas du tout parlé du financement au Canada même. Et ça, c'est des subventions qui sont de millions et de millions de dollars, alors qu'on voit que là, on n'arrive pas. L'accord de Paris a annoncé une poche de 100 milliards de dollars pour la lutte et l'adaptation au changement climatique pour les pays du Sud. On n'y arrive pas, on n'a pas atteint ces 100 milliards-là. Et on ne parle pas encore des pertes et préjudices, on parle seulement de la lutte et de l'adaptation, mais on ne parle pas justement de donner de l'argent pour au-delà de l'adaptation finalement, pour réparer les catastrophes qui sont déjà là. Donc, il y a encore des millions d'argent qui vont dans l'industrie fossile au sein du Canada et on ne parle pas encore d'arrêter de financer ça. Donc c'est ça, c'est comme là on a vu plein de belles annonces la semaine dernière, mais d'un point de vue national, il y a un manque de responsabilisation, je pense, à ce niveau-là, et qui justement a un impact direct sur les pays qui sont les plus impactés.
Donc, pour moi, c'est pour moi l'évidence là, de dire, bah oui, mais le financement, on n'en trouve pas assez pour justement la lutte et l'adaptation et répondre aux catastrophes naturelles. Mais c'est ça, c'est comme, mais oui, l'argent, si on en avait vraiment envie, on le trouverait. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une part de justice, justement, de mettre, de déplacer cet argent sale au bon endroit. Donc, pour moi, c'est un des trucs les plus urgents que je trouve à ce niveau-là. Mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre, que ce soit Katia, toi, des idées que tu avais qui sont justement dans le rapport que vous aviez soumis pour le PEC, des choses qui semblent urgentes et qui semblent tellement évidentes et qui ne sont pas encore prises en compte. Je ne sais pas si... je pense que tu as plusieurs idées. Oui, il y en a plusieurs, en effet, mais moi, je trouve ça aberrant vraiment au niveau de la production, là, parce qu'on est vraiment dans les pays les plus producteurs. Je trouve ça vraiment aberrant qu'on n'a pas de législation pour vraiment aller réduire la production exagérée puis interdire l'obsolescence programmée. Parce qu'on s'entend que bien des choses qu'on achetait auparavant pouvaient durer des années, voire des décennies. Puis maintenant, après 1 an ou 2, c'est jeté. Puis les conséquences de cette surproduction-là, ben, c'est vraiment, comme je disais plus tôt, c'est vraiment les pays les plus vulnérables qui en souffrent ou les gens qui ont peu de moyens. Puis, tu sais, je veux dire, on dirait que les gens qui ont plus de moyens, les plus riches, ne se sentent pas interpellés parce que moi, les îlots de chaleur, ben, en fait, je peux mettre mon air conditionné, etc., mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se le payer. Donc, moi, je trouve ça vraiment aberrant que ça n'a pas encore été mis en place. Tu sais, sur le groupe de travail jeunesse, lors de l'élaboration du PEC, on avait aussi parlé de créer une charte des droits de la nature aussi pour encourager justement l'ajout de biodiversité, puis de s'assurer qu'à chaque fois qu'on coupait des arbres et qu'on en replantait, pour vraiment s'assurer qu'il y avait toujours un pas qui était mis de l'avant pour la conservation de la nature, puis aussi pour s'assurer justement de réduire le plus possible les changements climatiques. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a été complètement écarté. Puis je trouve ça vraiment dommage. Mais honnêtement, je pense, comme je disais plus tôt, que c'est plus le temps d'attendre qu'on nous fasse une place. On n'aura vraiment pas le choix de nous-mêmes, soit de développer nos propres coalitions, puis aller faire du lobbying ensemble, vraiment avoir une vue d'ensemble, puis mettre toutes nos idées ensemble dans le même bagage pour avoir un plus gros levier au niveau de la pression qu'on peut mettre au gouvernement, parce que sinon, les choses n'avancent pas, puis c'est pas vrai qu'on va nous laisser notre place, malgré qu'on devrait avoir notre place parce que c'est nous les plus grands héritiers de ces problèmes-là. Donc, Merci, Katia. Je trouve que c'est un bel appel à l'action. Oui, Lise? Je voulais rebondir sur ce que dit Katia. C'est très, très important ce qu'elle a mentionné. Aussi, je vais faire un lien avec la biodiversité. La perte de biodiversité est aussi importante. Quand on coupe les arbres, on nous enlève un outil de lutte contre le changement climatique. C'est important aussi de bien prendre en compte les deux, à savoir que présentement, près de 40 à 50% de l'économie mondiale dépend des services écosystémiques de la nature. Je vais vous donner un exemple, par exemple la pollinisation par les abeilles. Les abeilles nous donnent des services écosystémiques car grâce à leur travail, on obtient des fruits. Dans certaines régions, par exemple en Californie et en Chine, ils sont obligés de payer des gens pour faire le travail des abeilles. Aujourd'hui, la perte de services écosystémiques est dramatique, surtout pour les plus vulnérables, à savoir le fait qu'il n'y ait plus de poissons dans les océans pour la pêche de subsistance, le fait de ne plus avoir de bois pour se construire un abri, de ne plus pouvoir avoir de terre pour faire croître des légumes. Quelqu'un qui voudra lancer de l'agriculture de subsistance, est-ce qu'il pourra payer quelqu'un pour faire le travail des abeilles ou utiliser des abeilles électroniques comme cela est en conception? Ce ne sera pas possible. On avance vers un monde où les plus vulnérables d'entre nous, et c'est pas seulement ceux qui sont vulnérables maintenant, c'est aussi nous qui allons le devenir. Nous avons devant nous un futur qui va pas être très joyeux. Et c'est une question. C'est très important que l'on mette ces deux questions et aussi qu'après la COP26, les jeunes puissent rebondir sur la COP15 de la biodiversité qui aura lieu en janvier à Genève.
À cet instant-là, les parties vont négocier l'équivalent de l'accord de Paris pour la biodiversité, qui est le plan pour la biodiversité mondiale. Et ce plan, notamment, va demander aux parties de s'engager pour ne pas financer les industries qui détruisent la nature, demander aux entreprises qu'elles rendent compte de leurs impacts sur la nature, des risques de la perte de la nature dans leur activité, et ils vont s'occuper de ça. Donc, ce sera important que les jeunes aussi puissent continuer leur mobilisation aussi pour la COP15, car les deux objectifs sont liés, et afin qu'on continue le combat. Ouais, merci beaucoup, Lise, de nous rappeler cette importance-là de la biodiversité, parce que même si on est très, c'est ça, on est très mobilisé autour et très éduqué autour de tout ce qui touche à la crise climatique, les deux sont interreliés. Puis, je sais qu'il y a des annonces là à la COP qui ont été faites sur la déforestation à l'échelle mondiale, etc. Mais il y a une COP en tant que telle sur la diversité biologique. Et donc, ouais, à suivre en janvier, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que au niveau des personnes qui nous écoutent, il y avait une petite question qui est arrivée? Sinon, écoutez, je pense qu'on a eu un super bel échange très riche. J'ai vraiment apprécié vous entendre et pouvoir discuter avec vous. Mais Gaïa, je vois pas. Il n'y a pas d'autres questions qui ont Non, l'air je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on peut... Super. on peut- Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous avait peut-être un dernier mot à dire? Mais j'entends beaucoup d'appels à l'action qui ont été lancés. Dans le chat, je vois qu'on nous remercie pour cet échange très nourrissant. Puis je l'ai trouvé vraiment, c'était super là de voir impliqué dans différentes organisations, différents milieux et même différents pays, finalement, il y a un super bel échange qui a pu se créer par rapport à ça. Donc, écoutez, moi, si je vois pas davantage de mains levées, donc vraiment, je vous remercie d'abord vous cinq. Vraiment, c'était super intéressant. Puis merci à vous qui nous ont écoutés pour ce panel-ci. Et je vous invite à continuer de suivre la programmation des dialogues pour le climat là, qui continue, je pense, jusqu'à Gaïa, Jusqu'à vendredi. Vendredi, c'est ça. OK. Et la COP se terminera le dimanche, donc à suivre au quotidien. Et puis, dans tous les cas, comme l'a dit Katia, ne pas attendre qu'on nous donne la place, mais la prendre. Donc, c'est le mot que je retiendrai pour la fin. Même si c'est le COP là se termine, la COP, c'est 2 semaines par an, puis on a beaucoup de travail avant et après à faire. Donc, pour continuer, c'est ça. Puis Catherine, je vois qui a mis la programmation dans le chat, si on veut continuer de suivre cette belle programmation qui a été faite. Donc, encore une fois, merci à vous. J'ai adoré animer ce panel-ci. Puis, je vous souhaite une belle continuation. Puis, peut-être continuer de travailler ensemble pour la suite. Et, ouais, super. Merci à vous. Puis, belle fin de journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Léa pour l'animation. C'était super.